Avez-vous déjà remarqué comment le simple fait de comparer votre vie à celle d'une autre personne peut gâcher toute une journée? Il n'y a eu aucun désastre, aucune perte concrète. Pourtant, quelque chose se dérègle à l'intérieur, comme si une force invisible avait déplacé l'axe de votre paix. Dans le Tao, cela porte un nom, rupture du flux. Mais qu'est-ce qui se rompt réellement en nous lorsque nous cherchons une validation ou que nous nous mesurons à l'extérieur? Pourquoi le désir d'être vu, approuvé et reconnu consomme-t-il autant de notre énergie vitale? Et surtout, est-il possible de vivre pleinement sans devenir esclave de ce cycle? Vous êtes sur Solstice. Ici, nous explorons des thèmes comme l'auto-sabotage, l'identité, l'impermanence et la spiritualité à la lumière du taoïsme. L'approche est simple. Observer la réalité avec clarté, identifier les schémas cachés et rétablir le flux naturel de l'existence. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de désaligné dans votre routine émotionnelle ou dans vos relations, peut-être que le point de rupture se trouve au-delà du visible. Notre mission est de fournir des lentilles pour voir cela en profondeur, car la conscience est une pratique quotidienne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la comparaison, le jugement ou le besoin d'acceptation exercent autant de pouvoir sur vous, même lorsque vous savez rationnellement que cela est illusoire? Pourquoi, même adultes, conscients et informés, retombons-nous dans les mêmes cycles d'auto-sabotage émotionnel? Si la sagesse millénaire du Tao enseigne que le flux de la vie est naturel, spontané et non compétitif, pourquoi résistons-nous autant à ce que nous sommes et à ce que nous ressentons? Ces questions ne sont pas philosophiques par vanité. Ce sont des outils de libération. Car seule une chose vue avec clarté peut être transformée. Ce que vous évitez de regarder vous contrôle. Dans le quotidien, certains symboles expriment avec précision cette rupture. Pensez au défilement infini des réseaux sociaux. Un geste simple, apparemment anodin, mais qui nous conditionne à la distraction, à la comparaison et à une surveillance constante de l'extérieur. À chaque glissement de doigt, nous nourrissons le désir de validation et interrompons le flux du chi, l'énergie vitale selon le Tao. Ce n'est pas de la technologie, c'est du conditionnement. Nous vivons entre notifications et jugements invisibles, croyant être libres, tout en opérant sous des algorithmes émotionnels qui capturent à notre attention et notre paix. Ce n'est pas anodin. C'est un cycle, et les cycles nécessitent de la conscience pour être rompus. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Addictions a révélé que l'usage intensif des réseaux sociaux est corrélé à une augmentation des symptômes d'anxiété, d'insatisfaction chronique et de sentiments d'inadéquation. Ce n'est pas un détail, c'est une alerte. Lorsque vous comprenez que votre système émotionnel réagit biologiquement à la comparaison et à l'absence de validation comme à de véritables menaces, vous commencez à percevoir le coût invisible des habitudes banales. C'est le point de bascule. Soit vous apprenez à protéger votre énergie, soit vous vivrez éternellement épuisé par des dynamiques que vous ne percevez même pas. S'éveiller n'est pas un acte mystique, c'est un choix de présence. Vous êtes ici pour cela, pour cultiver cette présence, pour provoquer la conscience nécessaire afin de rompre avec les schémas automatiques. Chaque vidéo est une invitation à la pause, à l'enquête intérieure et à la reprise du mouvement naturel de la vie. Si ce parcours résonne en vous, envisagez de vous abonner à la chaîne. Votre geste, aussi simple soit-il, soutient la continuité de réflexions comme celle-ci. Laissez un like si ce contenu a éveillé quelque chose de vrai en vous. Et partagez-le avec ceux qui sont prêts à sortir du pilote automatique. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer en profondeur comment ces habitudes qui semblent triviales, la comparaison, la validation, la plainte, ne sont pas seulement des distractions émotionnelles. Elles désorganisent l'harmonie intérieure et créent en nous un environnement hostile où la paix ne peut s'installer. C'est pourquoi l'alignement est nécessaire. Et cet alignement commence par la lucidité. Percevoir ce qui nous fait perdre notre centre, nommer les forces qui détournent notre énergie et comprendre comment revenir au Wu Wei. Si vous êtes prêt, respirez profondément. Le mouvement commence maintenant.
En 1974, une professeure de calligraphie japonaise quitta une retraite silencieuse avant son terme, après avoir constaté qu'elle n'arrivait plus à tracer un trait continu. Il n'y avait ni lésion, ni fatigue physique. La séquence de mouvements qu'elle exécutait depuis des décennies avec précision avait perdu son sens. Elle rapporta une absence de direction intérieure, comme si les gestes n'avaient tout plus d'origine. Elle fut examinée par des médecins qui ne détectèrent aucune anomalie clinique. L'explication fonctionnelle ne vint pas de la médecine, mais de l'analyse du schéma d'adaptation qui soutenait son identité professionnelle. Ce qui s'était effondré, ce n'était pas le corps, c'était la cohérence entre fonction, geste et conviction. Stanislav Grof qualifierait cet épisode d'urgence spirituelle, un état dans lequel les structures psychiques consolidées se désorganisent, non à cause d'un traumatisme isolé, mais sous l'effet de tensions non traitées accumulées. La rupture est alors vue comme un potentiel de réorganisation, à condition que le sujet comprenne ce qui est en train de se dissoudre. La professeure avait structuré sa trajectoire autour de sa fonction d'enseignante. Sa conduite était technique, disciplinée, stable. Mais ses qualités étaient soutenues par une exigence envers elle-même. La crise est survenue au moment où la performance n'était plus en accord avec l'expérience subjective. Lorsque la fonction devient un masque, le système réagit. L'élément central fut le désir de maintenir une image stable. Sa réputation de référence en calligraphie exigeait une prévisibilité émotionnelle et une maîtrise technique. Cette exigence ne lui était pas imposée par d'autres. Elle était intériorisée. Avec le temps, le rôle d'enseignante en était venu à exiger la répression des doutes, des incertitudes et des sentiments contradictoires. La quête de validation n'était pas visible, mais elle orientait ses décisions. L'éloignement du Wu Wei dans le taoïsme commence ainsi, par l'imposition de la forme sur la spontanéité. Le geste perd son origine parce qu'il cesse d'être la conséquence directe de l'état intérieur. Lors d'une pratique formelle, au moment d'entamer le premier trait, elle perçut l'interruption involontaire du mouvement. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était une absence d'élan. À cet instant, elle comprit que sa technique était devenue un système de compensation, non plus une expression de contact avec le présent. La retenue émotionnelle qui soutenait sa posture professionnelle avait déplacé la pratique vers le domaine du contrôle. Le chi, selon le Tao, ne circule pas quand le geste est soutenu par l'attention. La rupture fut la réponse logique d'un système qui ne supportait plus la cohérence forcée entre action et sens. Ken Wilber, dans son modèle de développement intégral, affirme que la santé psychologique dépend de la flexibilité entre les rôles sociaux et l'identité profonde. Lorsqu'un rôle se fige, le moi fonctionnel prend le dessus sur le moi en transformation. La professeure avait réduit son identité à la maîtrise d'un rôle fixe. La crise ne fut pas une perte de compétence, mais une perte de sens dans la compétence. Sans lien entre le geste et la conviction, l'acte devient mécanique. La rupture servit de point de transition, non pas pour abandonner la pratique, mais pour retrouver l'origine du geste, sans médiation symbolique. Ce type de décalage entre rôle et présence survient fréquemment chez les professionnels, évoluant dans des espaces à forte charge symbolique, comme l'art, l'enseignement, le soin. Il n'est pas immédiatement visible, mais se manifeste par de la fatigue émotionnelle, une rigidité comportementale ou une perte de spontanéité. Son origine réside dans l'effort prolongé pour maintenir une cohérence extérieure, tout en perdant l'alignement intérieur. Le taoïsme ne considère pas cela comme une faute morale, mais comme une preuve d'éloignement du flux. Le retour au Wu Wei dépend de l'abandon de l'effort excessif pour maintenir une image. Si à un moment donné de votre pratique, professionnelle ou personnelle, vous avez constaté que le geste persistait, mais que la motivation avait disparu, ce contenu peut vous concerner. Car le déséquilibre ne commence pas avec l'erreur. Il commence avec l'écart entre faire et ressentir. Suivez la vidéo. Nous allons cartographier avec clarté comment nos habitudes mentales et nos schémas émotionnels nous éloignent de l'action spontanée. La pleine conscience n'est pas un exercice optionnel pour ceux qui cherchent l'équilibre. C'est une ressource fonctionnelle pour interrompre les schémas d'épuisement. Et l'un des plus grands obstacles à la clarté
est le maintien inconscient de comportements qui drainent l'énergie vitale. Il n'est pas nécessaire qu'un conflit soit explicite pour qu'il y ait déséquilibre. Bien souvent, ce qui désorganise le flux est silencieux, mais constant. Le taoïsme nous enseigne que c'est dans l'excès, d'efforts, de pensée, de résistance, que nous perdons l'alignement. C'est pourquoi certaines habitudes doivent être abandonnées discrètement, sans justification ni explication. En voici 7. 1. La recherche d'approbation. Lâchez le besoin d'applaudissement. La structure interne de la valeur ne peut dépendre d'une validation extérieure, car celle-ci est par nature instable. Lorsqu'on agit dans l'attente d'une reconnaissance, on interrompt le flux du wu-wei. On commence à calculer, ajuster, éditer ce que l'on est. Le Tao s'écoule en silence, et en lui, la valeur personnelle découle de la présence, non de la performance. Cela exige un entraînement perceptif. Observer quand le désir d'être vu déforme ce que nous faisons. Éliminer cette quête n'est pas de l'isolement, c'est une maturité énergétique. 2. La comparaison aux autres. Chaque être suit son propre Tao. La comparaison génère de faux critères et affaiblit le sens de direction intérieure. Psychologiquement, cela produit une autocritique improductive, de la rumination et de la paralysie. Aucun progrès réel n'est possible si l'on mesure son évolution à l'aune de celle des autres. Le taoïsme préconise le retour à la singularité, reconnaître sa propre trajectoire comme valide en elle-même. Comparer, c'est sortir de son propre axe. La pratique consiste à percevoir l'impulsion comparative, la nommer et revenir à l'action présente sans jugement. 3. La plainte constante. Se plaindre, c'est résister à ce qui est. Cela ne transforme rien. Cela ne fait que maintenir l'identification à l'inconfort. Selon des études sur la neuroplasticité, les plaintes répétées renforcent les circuits mentaux liés à l'insatisfaction. Se plaindre, c'est nager à contre-courant. Faites silence et observez. Tout change sans effort quand vous changez votre présence. Cela n'implique pas de passivité, mais une ouverture. La pleine conscience permet le choix entre réagir et répondre. La réponse consciente est une action intégrée. La plainte automatique est la répétition du conflit. 4. Les relations qui drainent votre énergie. Tout ce qui perdure n'est pas forcément bénéfique. Maintenir des liens dysfonctionnels crée une friction intérieure et un appauvrissement progressif. Le Tao enseigne, si quelque chose ne nourrit pas, il est temps de le laisser partir, sans bruit, sans explication, sans hostilité. Psychologiquement, c'est de l'autopréservation énergétique. Observer avec neutralité qui contribue et qui consomme est un acte de préservation, non de jugement. La pleine conscience permet ce diagnostic silencieux. Bien appliquée, elle réduit considérablement la surcharge émotionnelle invisible. 5. La culpabilité qui n'est pas la vôtre. Porter les responsabilités émotionnelles d'autrui crée des distorsions identitaires. La psyché absorbe la culpabilité comme une dette et agit pour la compenser, même sans cause légitime. Cela rompt l'intégrité intérieure. Dans le Tao, porter ce qui ne vous appartient pas revient à se désaligner du flux vital. Libérez-vous en silence. La légèreté qui naît de cette libération est plus qu'un soulagement. C'est une restauration de direction. Observer d'où vient le poids que vous ressentez fait déjà partie du retour au centre. La pratique consiste à ne pas assumer ce qui n'est pas authentiquement à soi. 6. La résistance au changement. La vie est impermanente. L'attachement à des formes figées bloque le mouvement naturel du Tao. Résister, c'est créer de la friction. Le changement, lorsqu'il est évité, entraîne des intérêts émotionnels à payer. Jon Kabat-Zinn souligne que cultiver la présence au moment présent réduit l'anxiété générée par les tentatives de contrôle. Le Tao n'exige pas que vous aimiez la nouveauté, seulement que vous la reconnaissiez comme une partie du cycle. Ouvrez l'espace. Nier le flux, c'est nier le processus même de la vie. L'entraînement consiste à identifier le moment précis où la peur du changement paralyse l'action.
7. La répression des émotions. Ressentir fait partie du Tao. Les émotions non reconnues s'accumulent en tant que blocages énergétiques. La répression ne les élimine pas, elle les désorganise. La pleine conscience n'est pas une analyse émotionnelle, c'est une reconnaissance directe. Permettre aux émotions de circuler sans jugement est ce qui prévient la stagnation. Tout comme l'eau contenue finit par croupir, l'émotion réprimée engendre des symptômes psychiques et physiques. Laissez-les circuler. Ce n'est pas de l'indulgence, c'est de la responsabilité envers soi-même. Commentez ici, parmi ces 7 points, lequel avez-vous déjà identifié dans votre quotidien et lequel êtes-vous prêt à éliminer en silence? Le cas de la professeure révèle quelque chose de plus profond qu'un effondrement fonctionnel. Il met en lumière la rupture entre l'action et la conviction, entre la présence et le rôle. Sur le plan rationnel, elle remplissait encore sa fonction avec excellence. Mais le vide s'était déjà installé, silencieux, structurel. Martin Seligman propose que le bien-être ne naît pas uniquement d'émotions positives, mais d'un engagement authentique, d'un sentiment de but, de relation et de réalisation. Lorsque ces éléments sont remplacés par la performance ou l'effort constant, le sens disparaît. Le geste demeure, mais sans centre. Et un geste sans centre devient du bruit, non une expression. Sur le plan émotionnel, l'effort de cohérence produisait de la retenue. L'image d'équilibre était maintenue au prix d'un silence intérieur. Ce schéma est courant chez les personnes occupant des rôles de référence. Enseignants, artistes, soignants. Ils organisent leur identité autour d'une prévisibilité émotionnelle. Mais cette forme de retenue exige une vigilance constante. L'usure ne vient pas de ce qu'on fait, mais de la surveillance permanente de la manière dont on est perçu. Le taoïsme identifie cela comme un déséquilibre entre la forme et le flux. La forme subsiste, mais le flux est interrompu. Et le chi, l'énergie vitale, ne circule que lorsqu'il y a permission du réel. Cette dissociation a des racines spirituelles. Dans le taoïsme, le Wu Wei est l'état d'action en accord avec le Tao, sans effort, sans résistance, sans volonté de contrôle. Lorsque la professeure perdit le trait, ce ne fut pas simplement une défaillance technique. Ce fut l'exposition d'une déconnexion interne chronique. Dans le bouddhisme, la souffrance, dukkha, naît de la tentative de fixer ce qui, par nature, est impermanent. Une identité professionnelle rigidement maintenue devient un attachement. Et l'attachement génère effort, tension et souffrance. La libération ne demande pas de renoncer au rôle, seulement de ne pas s'y identifier totalement. Sur le plan existentiel, le schéma invisible était la suridentification à l'agir. Le geste ne naissait plus de l'expérience, mais de l'attente. Quand cela se maintient pendant des années, on construit une narration qui exclut le présent. La professeure n'enseignait plus, elle maintenait une idée d'elle-même. Seligman note que la construction du sens dépend de l'alignement entre valeur et action. Quand l'action contredit ce qui est ressenti, même si elle paraît fonctionnelle, elle désorganise. L'inconfort n'émerge pas comme une erreur, mais comme une tentative du système de revenir à l'intégrité. Les 7 schémas présentés plus tôt, approbation, comparaison, plainte, relation énergivore, culpabilité étrangère, résistance au changement, répression émotionnelle, sont des expressions de cette même architecture intérieure. Tous opèrent par automatisme. Tous déforment la perception de qui nous sommes. Ce qui les unit, c'est la substitution de la présence par l'effort. Quand nous vivons sous ces mécanismes, nous n'avons plus d'espace psychique pour habiter le présent. La pleine conscience, telle que structurée par Jon Kabat-Zinn, intervient précisément ici, comme outil de reconnexion à l'expérience directe et non au récit qu'on s'en fait. Ces schémas ne sont pas des fautes morales, ce sont des stratégies de survie qui ont perdu leur fonction. Le langage symbolique du taoïsme est clair. Là où il y a rigidité, il y a obstruction. Là où il y a effort continu, il y a désalignement. Le Tao est mouvement. Toute structure qui se maintient contre le mouvement finit par générer une rupture. La perte du trait de la professeure est une métaphore fonctionnelle. Quand le geste n'a plus d'origine légitime, il échoue.
L'échec n'est pas le problème, c'est le signal. Le véritable risque ne réside pas dans l'échec visible, mais dans le maintien inconscient de ce qui ne coule plus. L'invitation, alors, n'est pas d'abandonner les rôles, les projets ou les relations. C'est d'affiner l'écoute intérieure. Observez avec précision le moment où le geste commence à se détacher de la vérité personnelle. Dans le Tao, le retour au centre ne nécessite pas de rupture extérieure. Il demande un réalignement intérieur. Et ce réalignement commence par un langage clair, une observation directe et une disposition à abandonner l'excès. Car l'excès, même fonctionnel, est ce qui bloque ce qui est encore vivant. Si le geste perd son origine, que reste-t-il du geste? C'est une question taoïste qui n'exige pas de réponse, seulement de la présence. Tout ce qui a été exposé jusqu'ici n'est pas un appel au changement brusque, mais à l'observation continue du point où nous nous éloignons de l'essentiel. En reconnaissant les schémas qui interrompent notre flux, comparaison, culpabilité, résistance, répression, nous ouvrons un espace pour le retour au centre. Le Wu Wei Ne s'apprend pas par répétition, mais par réduction de l'excès. Agir sans effort ne signifie pas faire moins, mais cesser ce qui ne sert plus. La liberté ne réside pas dans l'action visible, mais dans la qualité du silence intérieur qui la soutient. Suivre cette réflexion n'apportera peut-être pas de certitude, mais aura pu révéler de petits déplacements auparavant imperceptibles. Et c'est là le premier bénéfice, élargir le champ de la perception. Ce qui était autrefois un bruit automatique peut maintenant être perçu comme un choix. Ce qui n'était qu'habitude, comme une présence non examinée, peut devenir un point de reprise. La conscience se meut ainsi, en spirale, non en ligne droite. Le langage du Tao n'exige pas de promesses. Il offre de la précision. Moins d'efforts, plus de clarté. Moins de forme, plus d'origine. Moins de recherche, plus de retour. Aucun parcours n'est linéaire lorsqu'il s'agit de présence. Chaque moment vécu avec pleine conscience est en soi suffisant. La professeure qui perdit le trait ne perdit pas sa pratique, elle perdit l'illusion du contrôle. Et c'est précisément là qu'elle retrouva le geste authentique. La non-conclusion fait partie du Tao. Les réponses les plus utiles ne ferment pas, elles élargissent la capacité d'écoute. Peut-être que ce qui doit être fait maintenant n'est pas d'agir, mais de rester. Observer. Attendre l'instant où le geste naît du silence, non de l'obligation. Cette attente est une pratique, et cette pratique, en soi, transforme. Si quelque chose de ce qui a été dit a trouvé un écho dans votre expérience, c'est peut-être le moment de cartographier où réside votre effort inutile. Lequel de ces 7 schémas occupe encore un espace vital en vous? Et que se passerait-il si, silencieusement, vous cessiez de le soutenir? Cette investigation n'est pas une tâche mentale, c'est un travail intérieur, quotidien, profondément personnel. Le Tao n'exige pas de rupture avec le monde, mais une intégration à la réalité telle qu'elle est. Lorsque quelque chose coule avec légèreté, c'est qu'il adhère au chemin. Lorsque tout demande à être poussé, il est peut-être temps de relâcher. Il se peut que vous viviez déjà ainsi, sans encore avoir mis de mots dessus. Ou peut-être commencez-vous simplement à percevoir tout ce que vous portez sans nécessité. Dans les 2 cas, cette réflexion est un espace de retour. Non pas vers le passé, mais vers le point d'origine, le moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de soutenir des versions. La présence pure est suffisante. La pratique silencieuse est suffisante. L'attention réelle est suffisante. Rien n'a besoin d'être forcé là où il y a alignement. Et là où il n'y a pas d'alignement, l'invitation est claire. Dissoudre, non corriger. Celui ou celle qui est arrivé, jusqu'ici, l'a fait non seulement par curiosité, mais par résonance. Il y a une intelligence qui se meut au fond de l'écoute, une disposition à observer ce qui est invisible au sens, mais évident à la conscience. Ce voyage ne se termine pas dans une vidéo. Il se prolonge dans chaque petit geste d'attention, dans chaque choix silencieux de ne pas répéter le schéma automatique. Commentez si vous le souhaitez, lequel de ces points a touché une vérité en vous.
Partagez votre perception si vous sentez qu'il y a quelque chose à nommer. Ou simplement, restez avec ce qui a surgi. Le silence est aussi un langage. Ce chemin est continu, non parce qu'il y a quelque chose à conquérir, mais parce qu'il y a toujours quelque chose à laisser. Accompagnez-nous dans ce voyage de retour à l'essentiel. Nous ne promettons pas de raccourcis, mais nous cultivons la présence. Et la présence n'a pas besoin d'explication, seulement d'espace.